Monsieur le Président. Donc, je remercie également le candidat, enfin, pour son exposé surtout, que je trouve clair. Je dirais aussi que le manuscrit qui est devant nous, comme a été déjà signalé par nos collègues, c'est-à-dire c'est un manuscrit qui est lent et qui est lourd en même temps, c'est-à-dire il y a trop de définitions à l'intérieur. Quelque part, il est agréable à lire, mais le seul inconvénient que j'ai rencontré, surtout moi personnellement, c'est qu'il y a beaucoup de notations. C'est-à-dire, à chaque fois, j'arrive par exemple à la page 70 ou la 80 ou la 172, mais à chaque fois, je retourne à la première page pour voir c'est quoi Q1, c'est quoi MRSN, c'est quoi BBS, c'est quoi MRSP. C'est-à-dire, il y a beaucoup de notations. C'est-à-dire, vous n'arrivez même pas à écrire chaîne de Markov induite. Et les notations, elles sont en anglais. Donc, on regarde, c'est-à-dire, on lit en français, puis la notation en anglais. Donc, à chaque fois, il faut retourner à la première page pour, c'est-à-dire, comprendre de quoi il s'agit. Mais enfin, je pense que c'est-à-dire les résultats obtenus sont très intéressants, surtout quand il s'agit de l'étude de modèle MG1N, c'est-à-dire à source finie. Vous savez très bien que dans la littérature, c'est-à-dire la recherche dans ce domaine, elle est très limitée. Bon, vous avez effectué donc le travail dans le chapitre, je pense, 6 concernant donc l'étude de modèle MG1N avec rappel. Donc là, c'est-à-dire votre travail est focalisé sur l'étude de deux systèmes. Le MG1N avec rappel classique et le deuxième, c'est le MG1N avec rappel classique et recherche orbitale. Bon, déjà dans la description de ce modèle-là, vous dites que les clients primaires arrivent suivant un processus quasi aléatoire de taux lambda. Ça veut dire quoi, quasi aléatoire? Ce n'est pas un processus de Poisson parce qu'il y a la dépendance par rapport au nombre de clients dans la source. La probabilité d'un client qui arrive est lambda fois n, c'est le nombre de clients dans la source, moins, et le nombre de clients dans l'orbite, moins g, le nombre de serveurs. Là, on a un seul serveur, donc moins 1. Il y a une probabilité pour les arrivées. Quand le nombre de clients dans la source est fini, le processus n'est pas poissonien, le processus des arrivées, mais c'est un processus quasi aléatoire. Il y a une dépendance. Le temps d'arrivée toujours dépend du nombre de clients dans la source. Et parce que la notation, si on regarde la notation, c'est MG. C'est-à-dire quand tu vois MG, c'est-à-dire les arrivées sont poissonnières, c'est ça? Mais la source ne sont pas poissonnières, elles sont quasi aléatoires. Mais la source, il intervient où? La source, c'est-à-dire si le client arrive et trouve le serveur occupé, et il trouve la source, ou bien ce que vous appelez l'orbite, c'est-à-dire il n'y a pas de place, donc le serveur quitte le système. Mais le taux d'arrivée dépend du nombre de clients dans la source. Le taux d'arrivée dépend du nombre de clients dans la source. Par exemple, si on a 5 clients dans la source, le taux d'arrivée d'un client va être 5 lambda. Si on a 4 clients, va être 4 fois lambda. Il y a une dépendance. C'est pour cette raison on appelle le processus quasi aléatoire. C'est-à-dire les clients, ils sont dans la file. C'est pas dans la file, il n'y a pas de file. Ils sont dans la source. Et c'est quoi la source ici? La source, c'est la population. La population, il est où? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a à l'extérieur du système ou bien il y a... C'est à l'extérieur. Et comment dire la source, elle est finie alors? Comment dire la source, elle est finie? Ça veut dire le nombre de clients est fini, est limité. Par exemple, n égale à 5. Toujours, il y a 5 clients qui circulent dans le système. On ne peut pas avoir plus. C'est pas infini. Quand je dis MM1, les clients arrivent de manière infinie. Ils ne sont pas limités. C'est-à-dire, vos clients arrivent dans une source. Dans une source. Et c'est-à-dire, mon problème, c'est que je n'arrive pas à saisir c'est quoi la source. C'est-à-dire, la source, elle est où? Par exemple, la population de Bijaya, si elle partage un service, toute la population qui est la source. Toute la population qui est la source. Mais votre source, elle est finie. Elle est finie, bien sûr. Mais quand on parle de la population, est-ce que toute la population arrive avec le nombre fois lambda, c'est-à-dire le nombre de la population fois lambda? Le nombre de clients dans la source fois le temps d'arrivée. Bon, malish.
Bon, j'ai pas encore compris la chose, mais bon, peut-être il s'agit d'un autre système. Bon, je vois aussi que, bon, concernant ce modèle-là, le modèle, enfin, on va parler un peu de modèle MGAN. Je vois que dans la littérature, il a été traité par différents auteurs, d'accord? Donc, vous avez cité Koch, Artalejo et d'autres. Bon, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus l'étude de Koch, réalisée en 1984, en utilisant bien sûr l'approche régénérative. Puis, votre travail aussi, c'est-à-dire votre travail aussi, vous avez traité le même modèle, mais à l'aide de c'est une notation, MRSP. j'ai oublié notre, c'est-à-dire c'est les réseaux de Petri, stochastiques, régénératifs, markoviens, un truc comme ça. Dans l'étude de Koch, quels sont les points de régénération? Les points régénératifs, ou là, comment? C'est les instants où le système, le nombre de clients dans le système, il n'y a pas de clients dans le système. Quand le serveur est libre, il n'y a pas d'arrivée. Il y a un cycle de régénération. Ça c'est le premier point. Ça, c'est le premier à chaque fois où le système, le serveur est, à chaque fois le système est vide, c'est un point de régénération. C'est-à-dire à l'arrivée d'un client dans le système qui trouve, c'est-à-dire qui trouve le système vide. C'est-à-dire à l'arrivée d'un client qui trouve le système vide. Et dans votre modèle, le deuxième modèle, MRSPM, c'est-à-dire les réseaux de Petri régénératifs, quels sont les points de régénération? Ce sont les instants où la transition générale n'est pas sensibilisée. Y a-t-il un lien entre ces deux points? Là, on parle avec les éléments de base des réseaux de Petri. Donc, c'est les instants où la transition générale n'est pas sensibilisée. En plus, l'étude, elle est différente. Koch a utilisé les processus régénératifs. Et c'est ça que je veux comprendre. C'est-à-dire, est-ce que les points de régénération dans le système, c'est-à-dire dans l'étude de Koch et votre étude, c'est-à-dire, est-ce qu'on trouve les mêmes points Ce ne sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes points. Et même le cycle de régénération n'est pas le même. C'est-à-dire dans votre étude, vous avez considéré quoi comme cycle de régénération? À chaque fois, la transition générale n'est pas sensibilisée. À partir de graphes de marquage, on peut voir ça. Lié à la sensibilisation ou la non-sensibilisation de la transition générale associée au service. D'accord. Bon, ça reste toujours dans l'étude, concernant votre travail, c'est-à-dire, vous avez traité le modèle d'attentat avec rappel à l'aide de MRSPN, c'est ça, c'est-à-dire réseau de Petri régénératif et tout ça, c'est-à-dire, dans l'objectif d'obtenir les indices de performance. Mais, c'est-à-dire, avant, c'est ça votre objectif, c'est-à-dire c'est pour obtenir les indices de performance. Mais avant, c'est-à-dire quand vous avez réalisé la synthèse de recherche, vous avez dit que notre modèle a été traité par différents auteurs, c'est-à-dire toutes les mesures de performance ont été obtenues. Vous avez compris la question? Il y a des auteurs qui ont donné juste des résultats analytiques, ils ne donnent pas des résultats numériques. En plus, ces résultats obtenus sont compliqués. Par exemple, regardons celle obtenue par Koch. Il a obtenu un algorithme récursif. Donc les résultats, on retrouve dans les calculs, on voit des intégrales, des approximations, il y a beaucoup de gymnastique dans ces calculs. Nous, cette étude, elle est analytique puis numérique. Moi, par exemple, quand j'ai regardé c'est-à-dire le travail réalisé par Koch en 1984, à mon avis, c'est l'étude de Koch qui est facile par rapport à votre étude. J'ai compris l'étude de Koch, mais je n'arrive pas à comprendre votre étude. C'est-à-dire le fait de dire que les auteurs ont donné des résultats qui sont analytiquement complexes et tout ça. Mais moi, personnellement, j'ai compris les résultats de Koch que vos résultats, c'est-à-dire il y a les graphes, il y a le marquage, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire il y a beaucoup de notions.
Mais il faut regarder aussi aux avantages des réseaux de Petri. Ils ont beaucoup d'avantages. Par exemple, la chaîne de Markov, elle est générée. On l'obtient automatiquement. Et quelqu'un, par exemple, si on prend un informaticien, il va aimer de travailler sur les MRSPN mieux que l'approche donnée par Dickert, parce qu'elle est très difficile. Elle est beaucoup théorique par rapport à notre approche. C'est-à-dire, vous voulez dire, c'est-à-dire l'application des réseaux de Petri, ça facilite beaucoup plus la chose. Bon, aussi, enfin, je n'arrive pas à comprendre dans l'étude, enfin, toujours dans ce chapitre-là, c'est que vous avez fait, c'est-à-dire vous avez fait appel à deux variantes. Dans ma tête, elles sont identiques, c'est-à-dire vous avez traité deux modèles qui sont presque les mêmes. Le modèle MG1N avec un rappel classique et le même modèle, c'est-à-dire MG1N avec un rappel classique, mais vous avez introduit juste une notion, si vous voulez, qui est la recherche orbitale. En fait, dans ma tête, il s'agit du même modèle. Pas du même modèle à 100% parce que le deuxième modèle est une généralisation de premier. Mais pourquoi la même variante? Pourquoi la même variante de modèle? C'est-à-dire le deuxième est une généralisation de premier. Mais on a commencé par le premier pour arriver au deuxième. Premièrement, on a pris le premier système, puis on a généralisé. C'est vrai, le premier c'est un cas particulier du deuxième. Oui, quand on prend P égale à 0, le premier, c'est ça. Quand on prend P égale à 0, la probabilité de recherche orbitale négligeable égale à 0, on aura le premier modèle. Oui, mais quand vous parlez de la recherche orbitale, c'est-à-dire le serveur cherche un client dans l'orbite. À mon avis, la politique de rappel ici, elle n'est pas classique. Vous savez pourquoi? Parce que un rappel classique, c'est-à-dire la probabilité, c'est-à-dire un rappel dépend du nombre de clients, c'est-à-dire dépend du nombre de clients en orbite. C'est-à-dire si on a n client en orbite, donc un rappel c'est n mu, ou bien comme vous l'appelez, c'est n gamma. Mais quand vous cherchez, vous-même vous cherchez un client en orbite. Donc je pense que la notion de rappel classique, je pense, va disparaître. Beaucoup plus, on va parler de rappel constant, c'est-à-dire un rappel ne dépend pas du nombre de clients en orbite. Je ne sais pas si vous regardez, si vous avez regardé le travail d'Artalejo en 97 lorsqu'il a introduit la notion de rappel constant. Non, pas rappel constant, c'est-à-dire la recherche orbitale. Mais je pense, dans leurs articles, ils considèrent la politique de rappel constant, pas classique. Mais il y a une différence entre la politique avec un rappel classique ou le mécanisme de recherche orbitale. Oui, bien sûr, je comprends bien. Je parle quand vous parlez de la notion recherche orbitale. Donc, enfin, à mon avis, je comprends directement que la politique de rappel est constant. Rappel constant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rappel classique, mais constant. Elle va être jamais constante parce que... Bon, essaye de vérifier. Il y a des clients qui arrivent dans l'orbite. Elle va arriver avec un temps dépendant. Donc il y a cette dépendance. Il y a la politique classique. Peut-être on ne doit pas l'appeler classique. Peut-être ça sera une autre politique. Parce qu'il y a un mélange entre ces... Quand un client rappelle, dans la politique classique, elle dépend du nombre de clients. Tu es d'accord avec moi? Mais quand c'est le serveur lui-même qui va chercher un client en orbite. Mais pas dans tous les instants. Tant qu'il n'y a pas de client, donc... Oui, c'est-à-dire là, vous avez introduit une certaine probabilité. Avec une probabilité P, il va chercher. Avec une probabilité 1 moins P, il ne va pas chercher. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Il ne va pas chercher. Il va rester libre. Il va rester libre jusqu'à... Il y a un client qui arrive. Quelque part, il est occupé par un client primaire, celui qui vient de l'extérieur. Enfin, moi, j'ai compris ça. C'est ça, oui. Bon, Manish. Bon, j'ai une question aussi, toujours le même modèle. Manish. Toujours le même modèle, c'est-à-dire le modèle MG1, le MG1N avec un rappel classique. C'est un modèle qui n'est pas markovien.
Elle est semi-markovienne. Elle n'est pas markovienne. Vous avez, c'est-à-dire, fait appel à la technique des réseaux de Petri stochastiques markoviennes régénératifs. Pourquoi ne pas faire appel exactement à la technique, la même chose, c'est-à-dire réseaux de Petri non markoviennes régénératifs? Non markovien. Non markovien, voilà. Le nom, il vient du fait que le modèle proposé est un réseau de Petri stochastique markovien régénératif. Oui. Le modèle obtenu est un réseau de Petri stochastique markovien régénératif. Et l'étude faite, donnée par choix, elle est basée sur la théorie des processus markoviens régénératifs. Oui, c'est ça. Ça, c'est choix. On parle de votre travail. Je sais bien que votre travail est inspiré de celui du choix. Bon, lui, il a étudié, je pense, 2-2, MG1, 2-2, mais vous avez donc vous avez apporté des extensions à ce modèle en traitant le modèle à source finie et taille n. Ma question, c'est que bon, c'est une question, je ne sais pas, est-ce que c'est faisable, bien sûr, de la poser, mais j'ai remarqué que votre modèle, vous savez très bien que les réseaux de Petri non markoviens donnent des solutions presque exactes que les réseaux de Petri markoviens. C'est-à-dire que c'est les réseaux de Petri non markoviens qui donnent des résultats. Mais tous les réseaux de Petri non markoviens ne possèdent pas de solution analytique. Il y a une petite classe qui est les MRSPL. Mais donnent des résultats exacts. Cette classe a des résultats analytiques. On peut calculer, bien sûr c'est exact, on peut calculer toutes les quantités qu'on a données. C'est-à-dire ma proposition, il n'est pas valable. Non, c'est-à-dire la logique, c'est-à-dire le modèle, il n'est pas markovien. Enfin, ma question, pourquoi ne pas utiliser, et voilà, les réseaux de Petri non markoviens? Cette classe, je suis classe des réseaux de Petri non markoviens. Hein? Je suis classe des réseaux de Petri non markoviens. Mais elle a la spécificité que le processus associé est un processus de Markov régénératif. Enfin, j'ai compris la réponse. Enfin, dans ma tête, c'est-à-dire quand il s'agit de non markovien, on applique non markovien et tout ça, donc l'objectif, c'est pas exactement ça. Bon, maintenant, c'est toujours le même système, mais on va parler un peu sur la partie numérique. Sur la partie numérique, bon, je pense que déjà la question a été posée par le professeur Khaledi, mais je vais reprendre la question quand même. Pourquoi? C'est-à-dire pour la validation de vos résultats concernant le modèle 1, c'est-à-dire le MG1N avec un rappel classique, vous avez fait appel, c'est-à-dire aux résultats de Artalijo et Gomez. Artalijo et Gomez, bien sûr, il a utilisé la technique d'entropie. On a fait appel au Mora et Takahashi, c'est pas... C'est-à-dire pour valider vos résultats, c'est-à-dire vous avez validé vos résultats par rapport aux résultats obtenus par Artalijo et Gomez, bon, la référence 16. Pourquoi, par exemple, pas Koch? Le travail de Koch concerne l'approche régénérative. Et c'est-à-dire votre travail aussi repose sur cette technique-là. Pourquoi pas Koch? Pourquoi Artalijo? Il n'a pas donné des résultats numériques, juste des résultats analytiques. Mais il n'a pas donné des résultats numériques, mais il a donné quand même c'est-à-dire les performances obtenues dans Koch, à mon avis, sont exactes, analytiquement exactes. Sont exactes, mais on ne peut pas le faire. Là, vous comparez par rapport aux résultats exacts. Vous comparez vos résultats, c'est-à-dire pour les valider. C'est ça, c'est la validation. Mais celles de Decook sont des formes explicites. Nous, on n'a pas les formes explicites. Pour le travail de Koch. Koch, il a donné des résultats, mais sous forme explicite. Mais nous, dans notre travail, on n'a pas par exemple les distributions stationnaires en forme explicite. On a juste le numérique. Par contre, Artalijo il a donné des résultats exacts analytiques. Des résultats exacts analytiques. Résultats exacts analytiques. Je pense que c'est la même chose. Mais est-ce que dans l'article d'Artalijo, est-ce que vous avez repéré les mêmes paramètres?
Bien sûr, pour valider les résultats, on doit prendre c'est-à-dire les mêmes paramètres. Très bien. Sinon, enfin, une autre question. C'est-à-dire, là, vous avez considéré deux variantes de modèles. Vous avez considéré deux variantes de modèles, mais le modèle 1 et le modèle 2. Mais le modèle 2 est une généralisation de modèle 1. Ce que je n'arrive pas à saisir, c'est-à-dire, en même temps, c'est pour réduire le nombre de pages de votre manuscrit, c'est que, enfin, vous avez réalisé l'application pour les deux modèles. Pour le modèle 1 et le modèle 2. Mais vous savez très bien que le modèle 2 est une généralisation de modèle 1. Donc, à mon avis, on va éliminer le modèle 1, on va faire juste le numérique pour le modèle 2. Et le résultat obtenu, bien sûr, on peut, c'est-à-dire déduire des conclusions par rapport à... Oui, c'est vrai. C'est juste pour réduire le nombre de... Et j'ai pas compris aussi, c'est que quand, enfin, dans la partie numérique, pourquoi vous n'avez pas, c'est-à-dire, c'est-à-dire, bon, je vois que vous avez tracé des graphes par rapport à lambda, par rapport à gamma et tout ça, mais vous n'avez pas pensé à la charge du système. La charge du système. Pourquoi vous n'avez pas pensé, c'est-à-dire à l'influence de la charge du système ρ, qui est égale à lambda bêta 1? Mais le système toujours il n'est pas saturé, parce que la source elle est finie. Il ne sera jamais saturé. Et c'est ça, c'est-à-dire on ne parle pas de la condition d'ergodicité dans cette situation-là. Mais réellement c'est ça, parce que le fait que le nombre de clients est constant. Donc on n'aura jamais le cellule saturé. Et c'est pour ça, mais exactement dans la description du modèle, vous avez parlé de la condition d'ergodicité. On n'a pas parlé de la condition. Si vous avez mis ρ égale à lambda bêta 1 et dans le chapitre 2, un truc comme ça, lorsque vous avez parlé. Donc le système, il est toujours ergodique. On a parlé parce que le décoq, dans ses calculs, il a utilisé cette notation. Il a utilisé la charge. Ah, d'accord. Dans ses calculs. Enfin, une dernière question. Bon, c'est une question d'ordre général. Parce que, c'est-à-dire, le problème avec votre manuscrit, c'est que le chapitre 5, c'est 7. Donc, le chapitre 5, c'est la stabilité. Le chapitre 6, c'est les réseaux de Petri. Le chapitre 7, c'est stabilité. C'est ça. Le 4, c'est la stabilité. Hein? 4, c'est la stabilité. 4, c'est la stabilité. Et 7, c'est l'application de la stabilité. Voilà. C'est-à-dire, enfin, à mon avis, vous pouvez les mettre, enfin, quelque part, deux parties dans le même chapitre. Bon, Malish, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Parce que là, je vois que le travail réalisé, il concerne différents modèles. C'est-à-dire les réseaux de Petri sur un modèle d'attente avec rappel à source finie, la stabilité sur un autre modèle. C'est pas le même modèle. C'est-à-dire, mon idée, c'est-à-dire pourquoi, par exemple, ne pas appliquer la méthode stabilité pour le modèle d'attente avec rappel, disons en perturbant la probabilité P, c'est-à-dire celle de recherche orbitale. On peut penser à ça, mais le fait que c'est une première tentative, on a pris un exemple simple, le cas MG1 et MM1. Mais on peut faire ça. Mais c'est-à-dire comme ça, on peut voir la suite. Vous avez appliqué les réseaux de Petri sur le modèle, puis, juste après, on voit l'application de la méthode stabilité sur le même modèle. Comme ça même, on peut regarder, c'est-à-dire les performances des deux méthodes, un truc comme ça. Mais dès le départ, on ne sait pas est-ce que c'est possible déjà ou pas, l'application de la stabilité à ces modèles. C'est pour cette raison... Mais c'est faisable. Bien sûr, c'est faisable. C'est-à-dire en perturbant la probabilité P. Parce que P, si on pose P égale à 0, on revient toujours au premier modèle. Ben, je ne sais pas. Enfin, je pense que je vais m'arrêter. Donc, encore une fois, je vous remercie et je repasse la parole à Monsieur le Président. Très bien.